Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. The podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat qui sera le dernier de la première saison. Alors pour clôturer cette première saison, j'ai le grand plaisir de recevoir Lionel Suchet. Lionel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc à cette série de podcasts. Vous êtes le directeur général du CNES et nous allons donc commencer cet épisode par une question traditionnelle. Quel est votre parcours ? Alors oui, donc je suis directeur général délégué du CNES depuis 2017. Alors pourquoi délégué ? Parce que au CNES depuis 2004, si je me trompe pas, on a un président directeur général. Avant, on avait un président et un directeur général. Et maintenant, on a depuis 2004 un président directeur général et donc qui délègue quelque part traditionnellement sa fonction de directeur général à un directeur général délégué. Donc voilà pourquoi mon titre exact, c'est directeur général délégué du CNES. Alors moi j'ai fait toute ma carrière au CNES. Alors intéressé par le spatial, pas depuis que je suis tout petit ou que j'ai vu Neil Armstrong se poser sur la Lune, comme beaucoup, même si je l'ai vu, j'ai eu la chance de participer à cet événement tout jeune. Mais je voulais plutôt travailler dans ce qui était lié au ciel, à l'espace, aux avions. Je sais que Concorde, je suis de Montpellier, j'ai grandi à Montpellier, et mon père m'a amené à Fréjorgues voir le Concorde faire des tours de piste. Donc c'était quelque chose qui m'attirait. Et puis, donc comme on est un garçon, c'est toujours plus haut, plus grand. Après l'aéronautique vient le spatial, et donc c'est quelque chose qui m'a pris assez tard, et donc principalement au moment de mes études d'ingénieur à Polytechnique. Et il se trouve que j'ai eu un enseignant conseil à l'école Polytechnique. On avait des enseignants qui donnaient des cours et qui en même temps vous conseillaient par rapport à leur carrière, qui était Jean-Jacques Dordain, donc qui a été directeur général de l'ESA, qui m'a tout de suite expliqué qu'il y avait plusieurs façons de rentrer dans le spatial, le privé, le public, etc., qui m'a un peu dressé le panorama global. Bon, quand on est à l'X, on travaille quand même pour la patrie, la science et la gloire, c'est notre devise. Alors pas la gloire au sens, mais pas la gloriole, quoi, hein, mais pour le pays en tout cas. Et donc l'agence française de l'espace, ça m'a tout de suite motivé. Et donc, je suis rentré au CNES en étant ingénieur général de l'armement, parce que c'était la seule façon de rentrer au CNES à l'époque, puisqu'il y avait un accord entre la DGA et le CNES pour faire rentrer un X ou deux par an au CNES, il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc, je suis ingénieur aujourd'hui général de l'armement. J'ai fait ma carrière dans l'armement, mais en même temps au CNES et en restant au CNES, parce que j'ai été détaché au CNES à ma sortie de l'X. J'ai fait ensuite Supaéro en école d'application pour le spatial. Et puis de renouvellement en renouvellement, j'ai été renouvelé au CNES, et donc j'ai fait ma carrière DGA au sein du CNES. Mais donc globalement au CNES, je suis rentré en 89, au CNES en 1989, et j'ai travaillé sur les vols habités au début, et le facteur humain dans le spatial et les vols habités. On sortait d'un moment où on avait les deux vols de Jean-Loup Chrétien qui avaient très bien bossé, les ingénieurs sol avaient très bien bossé pour développer les équipements, mais l'interface entre les cosmonautes et le matériel en vol avait pas été idéale, même si le matériel fonctionnait très bien de son côté et les cosmonautes faisaient de leurs meilleurs efforts de l'autre. Et les ingénieurs du CNES qui avaient l'habitude de travailler sur des systèmes automatiques, même s'il y a toujours l'homme dans la boucle, comprenaient à ce moment-là que l'interface homme-machine, c'était quelque chose à prendre en compte, et que pour optimiser les résultats des vols habités notamment, il fallait prendre en compte cet aspect-là. Donc, on avait un jeune polytechnicien qui arrivait au CNES en 89, on m'a dit, regarde ce sujet-là. Il y avait une société d'ergonomie, dite société d'ergonomie de langue française, qui existe toujours, la SELF aujourd'hui, qui était extrêmement compétente dans le domaine de l'ergonomie cognitive. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Christol, un des fondateurs, pour travailler sur tous les mécanismes de prise en compte du facteur humain pour les vols habités. Ça m'a occupé les premières années de ma carrière et ça a été passionnant. Comment prendre en compte l'homme dans la boucle, dans la conception d'un système spatial de vol habité. Et puis, j'ai été nommé chef de projet. Donc ça, c'était dans la préparation du vol de Michel Tonini en 92. Et puis, j'ai été nommé chef de projet du vol suivant, 93. Et j'ai été Jean-Pierre Aigneret, et puis j'ai été nommé chef de projet des vols suivants, donc le vol de Claudie, de Jean-Pierre, etc. Donc j'ai été chef de projet de nombreux vols habités qui ont été réalisés sur Mir, puis sur l'ISS,
avec les 2 derniers vols de cosmonautes CNES qui ont été Claudie Aigneret en 2001 et Philippe Perrin en 2002 qui a été le dernier cosmonaute CNES. Donc voilà, toute première partie de ma carrière sur les vols habités. Ensuite, les projets scientifiques. En 2004, j'ai basculé sur l'ensemble des projets scientifiques du CNES, dont les projets vols habités. C'est un virus dont on a du mal à se défaire, donc on m'avait vendu le truc en disant mais tu en sors, mais pas complètement parce que tu vas chapeauter le truc. Donc c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir, on va dire ça comme ça. Et ensuite, l'ensemble des projets systèmes orbitaux. Il y a une sous-direction de l'ensemble des projets, donc quelle que soit l'application militaire, observation de la Terre, télécom, science, l'ensemble des projets d'observation de systèmes orbitaux du CNES. Ensuite, j'ai été directeur adjoint du directeur du centre de Toulouse, puisque Toulouse, au CNES, on a 4 centres, 2 à Paris, le siège dans lequel vous êtes aujourd'hui, et puis la direction des lanceurs, à Paris-Doménil, et le centre de lancement à Kourou, et le grand centre technique est à Toulouse. Donc j'étais directeur adjoint du centre de Toulouse. Ensuite, en 2015, on m'a demandé de réfléchir à la création d'une nouvelle direction qui va être en lien avec l'arrivée du New Space et du nouveau mode de développement du spatial, qui s'appelait la direction de l'innovation des applications de la science. Donc j'ai créé cette direction en 2015 et j'en ai pris la tête début 2016. Et puis mi-2017, quand le directeur général délégué de l'époque, Joël Barre, est parti rejoindre la DGA, puisqu'il est devenu directeur général, délégué général de l'armement, le président de l'époque, Jean-Yves Le Gall, m'a demandé de prendre sa suite. Donc voilà, moi je suis devenu directeur général délégué du CNES en 2017, mi-2017. Alors vous avez donc fait votre carrière au CNES, donc au service, comme vous le disiez, de l'intérêt général finalement. En quelques mots, parce qu'on parle beaucoup de la France puissance spatiale, quelles sont les grandes caractéristiques de cette puissance spatiale française ? Alors d'abord, c'est un pays qui s'est engagé dans le spatial très tôt, puisque le CNES a été créé en 61, donc par le général de Gaulle. Il y avait eu des activités avant, principalement menées par des militaires. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Allemands qui ont, vous savez, suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été récupérés par les Alliés. Certains sont partis en Russie et ont participé concrètement à la construction du programme soviétique. Certains sont partis aux États-Unis et ont participé concrètement au programme Apollo. D'autres sont venus en France, c'est parfois un peu moins connu, mais ont été hébergés à Vernon et ont participé à la construction du programme spatial français et des lanceurs notamment. Donc c'est une histoire qui commence assez tôt, après la Deuxième Guerre mondiale, très tôt, en parallèle avec des autres pays. Le CNES a été créé en 61 et en 65, donc après 4 ans après, la France est devenue la 3e puissance spatiale, puisqu'elle a lancé son satellite avec une fusée de sa conception. Donc elle était le 3e pays, après l'Union soviétique et les États-Unis, à pouvoir lancer un satellite de façon autonome. Donc c'est une histoire qui commence très tôt, et il y a toujours eu un fort engagement des gouvernements successifs à développer le spatial en France, ce qui fait qu'on a créé petit à petit. Alors le CNES au début, c'est en partie d'une feuille blanche, ou presque, aux études militaires près dont je parlais, et donc il a fallu créer tout l'écosystème. Donc on a créé la recherche spatiale, les laboratoires au début, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur le spatial étaient au CNES, ou travaillaient au CNES ou à côté du CNES, étaient coordonnés par le CNES. Les industriels, au début, on faisait tout in-house, tout se faisait en interne CNES, et puis on a créé des premières compétences industrielles pour créer des sous-systèmes, puis des systèmes, puis des satellites complets. Les laboratoires spatiaux français sont devenus parmi les meilleurs au monde. Nos industriels sont aujourd'hui parmi les meilleurs leaders mondiaux du domaine spatial. Et la France continue à investir beaucoup dans le spatial, puisque alors la Chine et la Russie, on ne sait pas trop au niveau économique comment calculer ça, mais hormis ces 2 pays, on est la 2e puissance spatiale toujours en termes d'investissement par habitant, derrière les États-Unis, quoi. Donc c'est quand même un investissement très important. Donc toute cette histoire de 60 ans, on a fêté les 60 ans du CNES l'année dernière, permet aujourd'hui à la France d'être parmi les leaders mondiaux du spatial, quel que soit le domaine d'application. On parle des télécoms, on parle d'observation de la Terre, on parle d'exploration,
on a des capacités industrielles, des capacités de recherche et une agence nationale qui est parmi les meilleures au monde. Et ça, c'est lié à toute cette histoire-là. Donc, c'est pas que du discours, c'est vraiment concret. Et on a la capacité aujourd'hui de jouer parmi les tout premiers au niveau mondial dans la course spatiale. Et au niveau européen, évidemment, on a de fer au feu, enfin plusieurs même. On a notre participation à l'Agence spatiale européenne en tant que pays membre de l'Agence spatiale européenne qui passe par le CNES. Donc la France souscrit à l'Agence spatiale européenne en passant par le CNES pour s'assurer d'une certaine cohérence avec les budgets nationaux qui sont aussi investis dans le spatial, soit directement par le budget du CNES pour des programmes nationaux, soit via des initiatives du gouvernement comme le PIA, Plan d'investissement d'avenir, le plan de relance récemment ou encore plus récemment France 2030. Et tous ces guichets-là font que la France est de loin le premier investisseur au niveau spatial en Europe. Donc effectivement, la France, il y a à la fois un héritage d'investissement, de curiosité, d'efforts sur ce secteur-là, et qui est toujours soutenu sans discontinuer depuis finalement la sortie de la guerre. Tout à fait. Et j'ai oublié de dire aussi un modèle qui est assez original, qui est un modèle dual, c'est-à-dire que le CNES s'occupe certes des projets civils, mais aussi des projets militaires, pour le compte ou en accompagnement ou en délégation de la Direction Générale de l'Armement. Et ça depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays, d'abord plein de pays où le spatial militaire n'existe pas, et il y a plein de pays qui ont, quand ça existe, dupliqué le spatial militaire et le spatial civil, ce qui est manque d'efficacité parce qu'il y a beaucoup, entre un satellite militaire et un satellite civil, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Et donc en France, ça a été l'inverse. Il y a eu la volonté dès le début d'avoir un modèle dual, ce qui nous a donné beaucoup plus de capacité à développer des vraies compétences au niveau spatial au sein de l'agence, mais aussi au sein de notre industrie et de nos laboratoires de recherche de façon cohérente. J'oubliais l'ONERA, typiquement. Il y a un laboratoire de recherche, il n'y a pas que le CNRS, il y a plein d'autres acteurs, dont l'ONERA, qui est un acteur important de la défense et qui travaille aussi sur le spatial en cohérence avec tout cet écosystème. Il y a un tissu industriel, académique, institutionnel. Et si on se recentre particulièrement sur le CNES, quelles sont ses missions fondamentales ? Alors, les missions fondamentales du CNES, c'est de proposer au gouvernement en tant qu'agence, la politique spatiale pour le pays, en fonction des analyses qu'on peut faire sur l'évolution du spatial, les acteurs spatiaux dans le monde, les enjeux pour notre industrie, les besoins de nos chercheurs. Donc, on n'est pas un organisme de recherche, contrairement à ce que pensent certains. On n'est pas non plus un organisme industriel, même si on est un établissement public à caractère industriel et commercial. On est entre les utilisateurs du spatial, que sont principalement, historiquement, les deux piliers science, connaissance et défense, et qui s'étend maintenant à tout un tas d'utilisateurs bien plus larges, peut-être on y reviendra, et puis les développeurs de solutions spatiales, que sont là aussi les grands industriels qu'on a aidés à développer, mais aussi des nouveaux entrants de plus en plus larges aujourd'hui. Et donc on spécifie les systèmes spatiaux de demain, on imagine, on propose et on développe ces systèmes spatiaux, on fait développer ces systèmes spatiaux dans la logique de la politique spatiale française qu'on propose au niveau du gouvernement et qui est validée par le gouvernement. Ça, c'est notre rôle d'agence. Et puis, on a un deuxième rôle, et c'est là où notre modèle est aussi quand même assez original par rapport à ce qui existe ailleurs, c'est un rôle de centre technique. Je vous disais, une agence spatiale comme une agence spatiale italienne, c'est 200 personnes, quelques centaines de personnes. Nous, on a 2400 personnes au CNES. Donc, au-delà de ce rôle d'agence, on a aussi un rôle technique qui est lié au fait que, comme je vous disais au début, on est parti d'une feuille blanche, donc il fallait tout faire in-house. Donc, on a développé dès le départ des fortes compétences techniques pour aider à la mise en place de la recherche scientifique, à la mise en place de l'industrie spatiale. Et chaque fois que l'industrie a développé qu'on a développé des compétences au sein de l'industrie, on a fait un pas en arrière, on a dézoomé notre rôle et on s'est positionné sur le défrichage de l'étape d'après et on a laissé l'industrie prendre la main sur ce qu'ils savaient faire. Et depuis 60 ans, on travaille comme ça. Alors on pourrait dire, comme un de nos anciens présidents l'avait dit, le CNES aura rempli sa mission quand on n'aura plus besoin de lui, parce qu'au bout d'un moment,
si l'industrie sait tout faire, on n'a plus besoin de nous. L'histoire du spatial fait que on en est encore loin. L'industrie a énormément progressé en termes de compétences, mais le spatial s'est tellement étendu à des applications nouvelles et à des industriels nouveaux, à des acteurs nouveaux, qu'on a toujours un rôle qui a toujours bougé. Donc avec une grande agilité, on a dû faire évoluer notre rôle, mais qui est pour être toujours à valeur ajoutée par rapport à l'écosystème spatial, pour créer justement, se développer l'écosystème spatial français. Donc vous avez effectivement un rôle dans la gouvernance du secteur, un rôle de régulateur aussi avec les différents opérateurs, et un rôle un peu d'aiguillon technique et technologique. Alors aiguillon, c'est important effectivement de, comme vous dites, quand on dépense de l'argent public pour développer des systèmes, d'avoir un regard critique sur les systèmes qui vous sont proposés. Donc ça c'est le rôle d'aiguillon, un rôle d'aide aussi technique. Parce que on a des experts de niveau mondial qui sont sur un programme spatial utilisé quelques fois par an, et un industriel donné ne peut pas se payer le luxe d'avoir ces experts chez lui, pour lui, en permanence. Donc là, on donne de l'expertise aussi aux industriels, d'ailleurs, y compris les grands industriels classiques du spatial, les grands primes français, que ce soit Thales Space ou Airbus Defence and Space, peuvent faire appel à ces expertises, mais aussi, a fortiori, tous les nouveaux entrants, les PME, les startups, etc. Donc on a un rôle d'aiguillon et de connaissance, de maîtrise d'ouvrage éclairée pour le compte du gouvernement, pour les systèmes institutionnels. On a aussi un rôle d'aide au développement des compétences techniques et à la compétitivité industrielle du pays pour développer l'écosystème. Donc là, on vient d'aborder les compétences du CNES au niveau de la politique nationale. Vous avez des relations avec les autres agences. Quelles sont vos relations, d'une part avec l'ESA, qui est quand même votre partenaire direct en Europe, et puis les autres grandes agences internationales comme la NASA, JAXA, etc. Alors là aussi, c'est un peu un ADN du CNES, mais qui est lié à l'ADN français, j'ai envie de dire, sur les relations internationales. On a un tissu diplomatique mondial qui est le plus étendu au monde, un des plus étendus au monde en tout cas, avec une histoire très 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 longue de relations diplomatiques. Et dès que le CNES a été créé, là aussi dans une approche très gaullienne, on a travaillé avec tous les acteurs spatiaux existants de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis. On a travaillé avec les deux en parallèle. Moi qui ai travaillé beaucoup en début de ma carrière sur les vols habités, on avait une politique de vol habité à la fois côté soviétique et puis russe, sur les stations habitées russes, et puis côté américain avec des vols de spationautes français sur la navette américaine. Donc on a toujours eu cette volonté de travailler avec tous les acteurs spatiaux. Alors évidemment, au début, il y avait les Américains et les Soviétiques, et puis ça s'est étendu, il y a eu d'autres acteurs spatiaux qui sont arrivés, et on a une volonté forte de travailler aujourd'hui en partenariat avec pratiquement tous les acteurs. Alors au début, c'était 2, aujourd'hui, on a des accords avec 70 pays ou organisations internationales qui travaillent dans le spatial, parce que le spatial prenant de plus en plus d'importance, de plus en plus de pays comptent s'y mettre, et c'est important qu'on y soit, aussi pour faire de la diplomatie tout court, mais aussi de la diplomatie économique. Dans les relations entre pays, le spatial est toujours un enjeu de discussion, de diplomatique. Et puis, les pays émergents commencent à acheter des données, puis achètent des systèmes, et puis se dotent de capacités de les faire eux-mêmes. Et dans les premières étapes, c'est toujours intéressant d'être présent, de discuter avec eux, d'avoir noué des relations de confiance, pour que ces gens-là continuent à développer le spatial en travaillant avec vous. Donc on a ce rôle diplomatique depuis très longtemps. Donc un très fort rôle de partenariats internationaux. Alors principalement, évidemment, avec les grands acteurs historiques depuis toujours, et notamment la NASA, pour lequel on a vraiment des programmes emblématiques de coopération au niveau mondial, avec l'altimétrie opérationnelle et l'exploration martienne, on pourrait y revenir, mais aussi l'Inde, le Japon, la Russie en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais ça a été un grand partenaire de la France. Et puis, je vous dis, une soixantaine de pays. Alors l'ESA, c'est un peu particulier. L'ESA, c'est au niveau de l'Europe. Alors, c'est pas vraiment une agence, même si elle en a le nom, parce que elle n'est pas adossée à une force politique. C'est un club d'agences qui s'est constitué pour créer l'Europe de l'espace, parce qu'au début, la Commission européenne, donc l'Union européenne, n'avait pas la compétence spatiale au niveau légal. Donc, l'ESA s'est constitué avec des pays membres qui mettaient leurs moyens en commun.
et qui définissaient des programmes ensemble. Donc il y a un cœur qui est la partie obligatoire de l'ESA, qui est le programme scientifique, pour faire court. Et puis sur les autres domaines, exploration, observation, télécommunication, il y a des programmes optionnels où chaque pays peut mettre de l'argent ou pas, et puis décide de faire ce qu'il veut avec l'ESA, sur la base de l'argent qui a été mis en place. Donc là, pour assurer une cohérence entre nos activités nationales et ce qu'on fait dans le cadre de l'ESA, les subventions françaises et la participation française à l'ESA passent par le CNES. Donc on représente la France dans les instances de gouvernance de l'ESA. Et on développe des programmes avec eux, avec l'argent français qui est mis à l'ESA, en complémentarité de l'argent français qui est positionné dans le PMT du CNES ou des autres possibilités qu'on a sur des guichets différents en France, comme le PIA ou France 2030 ou France Relance. On a parlé des agences, on a parlé des primes. J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet qui est un peu dans la vague, qui est le New Space. Donc, récemment, au début du mois de juillet, les 7 et 8 juillet, à Paris, se sont tenues les assises du New Space, qui ont été un franc succès. Comment, vous, en tant que CNES, vous percevez l'émergence de ce nouveau tissu industriel du New Space? Et deuxième question, si je puis me permettre, est-ce que vous considérez avoir un rôle particulier en direction de ces acteurs d'une nouvelle génération? Alors, le New Space, c'est quoi? Certains peuvent penser que c'est un courant complètement en rupture qui s'est développé outre-Atlantique et qu'on essaie de suivre tant bien que mal. Moi, je pense que c'est juste pas ça. C'est le New Space, c'est quand même lié à deux phénomènes importants qui n'ont pas fini de transformer nos sociétés. D'abord, la révolution numérique. Et puis les évolutions technologiques et notamment la miniaturisation des technologies dans le domaine spatial. Ces deux choses permettent d'ouvrir le spatial à un nouveau monde. C'est-à-dire que sur toutes les agences spatiales mondiales se sont construites, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de deux piliers, la connaissance, la science et la défense. Deux domaines extrêmement étatiques. Et donc sur des économies fermées, type armement. Payé par l'État, développé par l'État, soutenu par l'État, voilà. Et les missions sur lesquelles on travaillait il y a encore quelques années, une dizaine d'années, disons, on avait, pour faire court, une mission. Quand je parle d'une mission, c'est les satellites et les segments de sol associés. Une communauté utilisatrice, qui était souvent très petite, qui pouvait utiliser les données des satellites, que ce soit des scientifiques ou des militaires. Et puis, c'était tout. Et puis, on passait après à la mission suivante, et on recommençait une mission, une communauté, des résultats. Une mission, une communauté, des résultats. Quand vous travaillez dans un monde où le numérique permet de traiter des données en masse, vous travaillez et puis quand les missions scientifiques ont permis de faire de plus en plus de choses, et aujourd'hui on mesure à peu près tous les paramètres dans l'atmosphère, sur les mers, dans l'eau, sur les terres émergées, le numérique permettant de croiser toutes ces données, de les intercorréler, et de les intercorréler aussi avec des données in situ, donc des données terrestres, vous ouvrez un pan à tout un tas d'applications nouvelles pour l'agriculture, la pêche, l'aménagement du territoire avec l'observation de la terre, la sécurité, la mobilité, la santé, même le tourisme, le BTP, pourrait prendre des exemples comme ça divers et variés. Et là, ça, c'est plus un domaine étatique, privé, type arsenal militaire. C'est un domaine ouvert qui s'ouvre à l'économie mondiale. Et donc ça fait changer de paradigme. C'est-à-dire que les deux piliers dont j'ai parlé sont toujours aussi importants. On fait toujours des missions scientifiques. James Webb Space Telescope, il y a quelque temps, on fait beaucoup parler de lui, qui sont des missions extraordinaires parce qu'on a la capacité de les faire. On fait toujours des missions militaires de plus en plus importantes, et d'autant plus importantes que le spatial devient stratégique, non pas seulement pour des raisons militaires, mais pour des raisons économiques. Mais en plus, on intéresse des investisseurs privés parce qu'il y a du business à se faire avec les systèmes spatiaux ou l'utilisation des données spatiales. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est le New Space quelque part. Et donc, vous avez des gens qui sont prêts à investir, mais aussi à prendre des risques, à travailler différemment, comme peut le faire un entrepreneur privé, par rapport à des gens
qui sont plus dans une logique de marché institutionnel fermé, où quand vous développez un système militaire qui coûte des milliards d'euros, vous prenez pas trop le risque que ça marche pas une fois que vous avez lancé votre satellite. Donc c'est des mentalités, des conceptions de systèmes qui sont différents, et ça ouvre à un autre monde. La miniaturisation des technologies permet aussi de faire des choses beaucoup moins chères qu'auparavant. Donc vous rajoutez la miniaturisation, le fait que vous pouvez faire des choses plus petites, moins chères, donc moins chères à lancer aussi, parce que vous lancez, le prix de lancement c'est au kilo, avec des gens qui sont prêts à prendre des risques, donc à faire des choses encore moins chères, parce qu'ils prennent des risques sur la capacité que ça fonctionne, mais ils sont prêts à le faire. Et vous avez un nouveau monde qui s'ouvre devant vous par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières années. C'est ça le New Space. C'est l'évolution du spatial. Et c'est pour ça qu'on veut surtout pas nous opposer une espèce de old space à du new space, parce que certes vous avez ces investisseurs qui arrivent et qui ont une vision nouvelle des choses, qui ont des risques à prendre, etc. Mais le spatial, ça reste un domaine un peu compliqué, un milieu quand même assez spécifique à appréhender. Et vous avez, si vous pouvez combiner toute l'histoire et la force qu'on a de connaissance du spatial, notamment en France depuis 60 ans, avec les compétences qu'on a développées au niveau recherche, industrie, et que vous combinez ça avec une nouvelle dimension liée à ces entrepreneurs qui sont prêts à prendre des risques, etc., vous avez quelque chose d'extrêmement riche. Et c'est pas en les opposant, c'est en construisant ensemble. Pour moi, le New Space, c'est l'espace de demain. C'est juste l'évolution du spatial. Alors oui, il y a des évolutions plus ou moins rapides. Là, on est passé par une expansion de l'univers, qu'on pourrait dire en astronomie, un peu rapide avec cette ouverture au domaine privé. Mais c'est très bien et c'est une excellente chose pour le spatial. Et c'est le spatial en entier qui en bénéficie. C'est pas uniquement quelques acteurs, et surtout pas quelques acteurs outre-Atlantique, même si certains fait beaucoup parler d'eux. Et ensuite, est-ce que le CNES a un rôle à jouer là-dedans? Bien évidemment. Nous, en tant qu'agence française de l'espace, et comme je vous l'ai dit, comme notre rôle c'est de développer l'écosystème spatial, on ne peut pas ne pas s'intéresser et ne pas aider à cette dynamique qui développe l'écosystème spatial à une vitesse encore plus grande qui se développait il y a quelques années. Donc oui, il faut aider à ça, et on aide à ça, notamment par Connect by CNES, vous l'avez cité, qui est un dispositif pour aider les nouveaux entrants. On a développé à partir de 2016 plusieurs outils qui permettent de travailler depuis l'idéation jusqu'au développement, au financement, en passant par l'incubation, l'accélération de sociétés, etc. Et ces outils, on les a regroupés pour être plus simples et avoir un guichet unique derrière un méta-outil, si vous voulez, qui s'appelle Connect by CNES. Et vous êtes un nouvel entrant aujourd'hui dans le spatial, vous avez une idée d'un marché, vous savez, ou d'une idée technologique, vous savez pas très bien comment la développer, comment vous y prendre, etc. Vous appelez Connect by CNES et vous avez tous les outils là qui vous permettent de développer votre société, d'être accéléré, d'être financé, d'être proposé à des investisseurs, voilà, qui vous permet parce que c'est notre rôle de développer cet écosystème et de développer le New Space aujourd'hui en France. Et une fois de plus, il faut bien être conscient qu'on en a toutes les capacités. Et il y a quelques années, on avait une start-up sur le spatial qui se proposait par an, une ou deux start-up tous les 2 ans, parce que le spatial c'était considéré comme quelque chose de cher, d'inaccessible, avec un ticket d'entrée extrêmement onéreux. Aujourd'hui, on a pratiquement une start-up par semaine qui frappe à la porte. Alors, elles ne deviendront pas toutes des licornes, hein, mais c'est une évolution très très importante et qui bénéficie à tout l'écosystème spatial français. Et on a toutes les compétences au niveau. Alors, faut pas faire non plus l'opposition entre ce monde des entrepreneurs et la recherche, parce que la recherche est extrêmement importante pour nourrir les nouvelles technologies et développer des idées innovantes qui vont nourrir le New Space. Donc, on a en France tout le continuum entre une histoire spatiale très riche, des compétences très importantes au niveau connaissance du domaine spatial industriel, des connaissances très importantes en termes de recherche dans le domaine spatial, et puis ces entrepreneurs qui commencent à arriver. Et nous, on est ravis de ça et on aide à la manœuvre pour que ça se développe pour le bien du pays. Moi, je suis persuadé que le spatial sera un différenciateur des sociétés de demain. C'est-à-dire que les sociétés qui maîtriseront, qui comprendront le spatial, l'utilisation du milieu spatial, auront un avantage net par rapport aux autres. Et donc, il faut préparer notre jeunesse, il faut préparer nos entrepreneurs, il faut préparer nos sociétés à utiliser ce spatial. Et c'est un des rôles de l'Agence française du spatial que nous sommes.
C'est très intéressant ce que vous avez dit sur le continuum qu'il y a au niveau industriel, académique, la recherche et l'industrie, parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de New Space, je crois que vous avez raison, s'il n'y a pas cette recherche fondamentale et cette application industrielle. Pour revenir sur le côté plus recherche fondamentale et scientifique, quels sont actuellement les grands projets scientifiques portés par le CNES ? Alors, on a deux grandes familles de projets. On a tous les projets qui se font dans le cadre de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, on en a parlé. Le projet scientifique de l'ESA est un projet extrêmement ambitieux, où il y a des grandes missions vers Mercure, vers les lunes glacées de Jupiter en préparation, vers l'observation d'exoplanètes, donc de planètes dans d'autres systèmes solaires que le nôtre, et de caractérisation des atmosphères de ces exoplanètes. Qu'on a lancé il y a déjà plusieurs années, nous au CNES, un système qui s'appelait CORO, qui a découvert des exoplanètes depuis l'espace. À l'époque, on essayait de les dénombrer, de savoir si elles existaient. On sait qu'elles sont partout aujourd'hui. L'idée, c'est de les caractériser. Donc, tous ces grands programmes de l'Agence spatiale européenne sont basés sur des contributions des pays membres à l'ESA, dans le programme scientifique obligatoire, mais toutes les charges utiles qui sont embarquées sur ces instruments sont proposées in-kind, développées in-kind par les pays. Donc typiquement, quand on a une mission qui va étudier les lunes glacées de Jupiter, les instruments scientifiques qui sont sur cette mission sont payés, développés et proposés par les pays. Et l'agence spatiale développe le système, donc le cargo, le porteur, si vous voulez, et puis toutes les communications bord-sol et toute l'infrastructure. Donc sur ces missions-là, on a un double rôle: participer à la décision de ces missions au niveau de l'ESA, et ensuite à développer, parce qu'on a une communauté scientifique la plus développée en Europe, et donc on est bien placé sur toutes ces missions, développer les instruments qui servent au mieux nos communautés scientifiques pour être embarqués sur ces missions. Et là, c'est tous les domaines que je vous ai dit, astronomie, planétologie, connaissance de l'environnement spatial, de l'espace lointain, etc. Sur le James Webb Space Telescope de la NASA, l'ESA, mais via le CNES, puisque l'instrument a été développé par le CNES en France et par le CEA, a livré un imageur infrarouge qui est dans le James Webb Space Telescope et qui permet de faire toute l'imagerie infrarouge du James Webb. C'est un instrument français développé sous maîtrise d'ouvrage CNES avec le CEA, typiquement. Donc on a ce rôle-là, et puis on a des coopérations aussi bilatérales dans le domaine scientifique, qui sont extrêmement riches aussi, avec notamment la NASA. On a deux domaines d'excellence: l'océanographie, donc c'est tout opérationnel, donc tout ce qui est mesure de la hauteur d'eau. Et ça, on sait que la hauteur des océans, c'est un des premiers marqueurs du changement climatique, puisque les océans, leur hauteur augmente principalement pour deux effets: la dilatation de l'eau elle-même par la température, et puis la fonte des calottes glaciaires. Donc vous codez de façon très précise pour ça, et depuis plus de 30 ans, depuis 40 ans, on mesure une montée moyenne de 3,2 mm par an, moyenne sur la planète, grâce aux systèmes spatiaux, et uniquement grâce aux systèmes spatiaux. Parce que si vous mettez des sondes à droite, à gauche, en Extrême-Orient, aux États-Unis, en Europe, vous allez en voir qui montent, d'autres qui descendent, et vous n'avez pas cette vision moyennée que vous permet le spatial de regarder un objet de loin. Donc ça, c'est un des sujets importants. Le changement climatique, c'est un sujet très très important pour la compréhension physique de la Terre. On a d'autres projets qui sont menés en coopération avec l'Allemagne ou en national, avec Merlin, Microcarbe, pour mesurer les gaz à effet de serre, le CO2 pour Microcarbe, le méthane pour Merlin, en coopération avec les Allemands. Et puis un autre domaine de scientifique, la planétologie, où là aussi, il faut savoir que la France est présente sur toutes les grandes missions d'exploration martienne aujourd'hui de la NASA. Donc les deux rovers qui roulent aujourd'hui, Curiosity, Perseverance, on a deux instruments majeurs de la mission. Je vais peut-être pas les décrire là, mais qui ont révolutionné quand même l'exploration de Mars, parce que ça permet d'analyser des roches à distance, alors qu'auparavant, les rovers qui sont très lents devaient se déplacer au contact de chacune des roches pour les analyser. On a un système qui s'appelle SuperCam qui permet de les analyser à distance, et ça a révolutionné la façon de travailler au niveau de l'exploration martienne. Et puis sur l'atterrisseur InSight de la NASA, on a aussi un sismomètre qui est le plus précis au monde, qui a été lancé sur Mars et qui a permis de mesurer les premiers tremblements de Mars, qui ont donné des
des informations très précieuses aux scientifiques sur la composition interne de la planète Mars. Donc ça a aussi révolutionné la connaissance de Mars. On ne savait pas si ça avait un noyau qui s'était solidifié, qui était liquide ou pas, comment ça fonctionnait, la constitution interne. Et grâce à InSight et aux mesures qu'on a fait des tremblements de Mars, on a beaucoup progressé sur la compréhension de l'intérieur de Mars, grâce à un instrument français développé sous maîtrise d'ouvrage CNES par un industriel de la région parisienne qui s'appelle Sauderne, et avec le laboratoire de recherche de l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP. Donc là, on voit les acteurs, l'agence spatiale, qui a ses contacts avec la NASA et des coopérations très riches au niveau international, le labo de recherche qui a un top niveau mondial et qui est sélectionné par les Américains, non pas évidemment pour nous faire plaisir, mais parce qu'ils ont la capacité de proposer ce qu'ils proposent, et puis un industriel qui sait faire quelque chose qui est au top niveau mondial. Donc voilà les ingrédients, pour en revenir à la puissance spatiale concrète de la France, qui font qu'on est extrêmement présent sur toute la partie, l'utilisation scientifique du spatial, que ce soit national, auprès de l'ESA ou en coopération internationale. Donc c'est vraiment un système de coopération à la fois externe avec l'étranger par votre intermédiaire, et puis interne avec toutes ces industries de haut niveau. Oui, et les labos. Et les labos qu'on n'oublie pas, effectivement, parce qu'il y a toute la recherche fondamentale qui est absolument indispensable. Ouais. Pour rester sur le côté coopération, alors peut-être un angle un petit peu plus juridique, on ne va pas rentrer bien sûr dans les détails, mais j'aurais bien aimé avoir votre sentiment d'un point de vue plutôt stratégique, puisque la France a récemment signé les fameux accords Artemis. Pour le CNES, quelles sont les conséquences de cette signature, à la fois pour la stratégie de la France en tant que puissance spatiale et pour son industrie? Alors, Artemis, c'est pas des accords qui nous obligent quelque part, c'est la préparation à ce qui va se passer en termes de nouvelles étapes d'exploration. Les Américains ont décidé de renvoyer des femmes, enfin d'envoyer des femmes et de renvoyer des hommes sur la Lune, on peut le dire comme ça, dans le cadre d'Artemis, avec un schéma qui est très différent des missions Apollo, c'est-à-dire pour y installer des bases permanentes, que ce soit autour de la Lune ou sur la Lune. Ils ont changé aussi de modèle par rapport à l'ISS, où on avait un modèle multilatéralisme, où tous les pays participants étaient autour de la table et discutaient entre eux. Les Américains ont dit, bon maintenant on change de modèle, on va avoir du multibilatéralisme, donc c'est différent. Nous on est au centre de l'étoile, on passe des accords avec tous les pays qui veulent bien travailler avec nous, et on avance comme ça. Donc c'est quand même un peu différent. Déjà à l'époque, avant la crise ukrainienne, les Russes sont sortis de ce schéma en disant non, le bimultilatéralisme ça nous va pas parce que nous on veut être autour de la table et discuter avec tout le monde et pas qu'avec les Américains. Et la question c'est de savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, quoi. Et l'exploration, ça ouvre aussi tout un tas de sujets nouveaux dans le domaine du spatial pour plusieurs raisons. D'abord parce que même si c'est pas dit comme ça, même si certains le mettent en avant et parlent de mining, d'utilisation des ressources d'astéroïdes ou autres, ça c'est pour un futur assez lointain si jamais ça se passe. Mais de toute façon, on va se poser la question d'appropriation de ces astres. Quand les gens y seront de façon permanente, y vivront, y travailleront, se posera d'une façon ou d'une autre la question de à qui ça appartient, ça, et comment on se partage ces ressources. Et ça se partagera, ça se discutera en tout cas, avant de se partager, ça se discutera entre ceux qui seront sur place. Les autres seront exclus de cette discussion. Et donc, est-ce que l'Europe veut faire partie de l'aventure ou regarder les Chinois, les Américains, les Russes, peut-être demain, discuter entre eux sur l'appropriation des CORSES. Donc, c'est une question éminemment politique. Hein. Et puis, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus économique, c'est que par rapport à toutes les applications dont on a parlé tout à l'heure d'utilisation des données spatiales qui développent l'économie, on a pour l'exploration une autre famille d'ouverture du spatial qui se passe en ce moment. C'est des gens qui travaillent aujourd'hui sur des sujets bien terrestres, la santé, avec la façon dont on traite les déserts médicaux, typiquement, la e-santé, etc., la construction, la façon dont on construit les habitats, la logistique, comment on ravitaille des stations qui sont très éloignées, et
tous ces sujets-là sont des sociétés donc, qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, dans la santé, donc des domaines extrêmement développés au niveau du sol, avec des sociétés extrêmement puissantes, et qui se sentent propulsés dans un spatial qui aura besoin d'eux demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés de logistique qui nous disent « moi, je veux ravitailler les stations lunaires demain ». Aujourd'hui, la personne qui ravitaille ou qui fait de la logistique dans le spatial, c'est le constructeur du vaisseau spatial, parce que c'est le début. Logisticien en termes naval disait au début il y était peut-être les constructeurs des bateaux qui faisaient la logistique, mais moi aujourd'hui j'achète des bateaux à des constructeurs de bateaux et mon métier c'est de faire la logistique. Demain je ferai ça dans le spatial en achetant des vaisseaux spatiaux à ceux qui construisent les vaisseaux spatiaux, mais en les opérant moi-même. L'élimination des déchets, la fourniture d'énergie, je n'ai pas parlé de l'énergie, mais fourniture et stockage d'énergie, sont tout un tas de sujets qui devront être traités sur ces bases lunaires et de même martiennes, et qui sont aujourd'hui traités au sol par d'autres sociétés qui font pas de spatial. Et donc ça ouvre tout un nouveau pan économique à ces sociétés qui se propulsent, comme je le disais, dans un spatial qui aura besoin de demain. Donc pour ces raisons économiques et d'abord éminemment politiques, que j'ai citées en premier, la question est de savoir si l'Europe veut faire partie de l'aventure ou pas. Et signer les accords Artemis, c'est un début de réponse en disant oui, donc c'est pourvoir quelque part, parce que c'est pas engageant, mais ça permet de faire partie du club de ceux qui vont discuter à la façon dont on va avancer, au moins côté américain, puisque c'est lié au projet américain d'exploration lunaire. Donc c'est ça Artemis, c'est la volonté de la France de dire oui, on veut faire partie de l'aventure, on veut travailler avec vous pour savoir comment on va y aller, à quel niveau on va investir, pour faire quoi, mais en tout cas on veut en être, quoi. Et je pense que le président Macron, d'ailleurs, en février 2022 de cette année, à Toulouse, a clairement posé cette question en termes politiques. En disant, est-ce que l'Europe, à l'époque il était aussi président de l'Union européenne, veut faire partie de ce futur, de l'exploration planétaire, ou pas? C'est un sujet politique qu'on doit trancher politiquement, qu'on doit décider. Peut-être la question sera non. Moi, je pense franchement que ça serait dommage pour l'Europe au niveau mondial. Mais en tout cas, on le fera en connaissance de cause. Et ne pas se poser la question en termes politiques aujourd'hui, vu ce qui se passe, ça serait une faute. Je pense que la question est bien posée, il faut y répondre. C'est des accords qu'on peut regarder d'un point de vue juridique, mais de prime abord, enfin, en tout cas, intrinsèquement, c'est d'abord une décision stratégique, une décision politique. Oui, tout à fait. Et si on prend l'autre versant, qui est un versant plus national, et moi je le vois dans mon métier d'avocat, le cadre réglementaire et juridique, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour les acteurs, que ce soit les acteurs déjà établis, les primes, les legacy, mais aussi le fameux New Space dont on parlait il y a quelques instants. En France, on a une loi qui est emblématique, qui est la fameuse LOS, et on a entendu ces derniers mois qu'elle était en cours de révision. Au niveau de ces grands axes de réforme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette révision? Quels seraient ces grands axes justement de réforme de la LOS? Alors d'abord, il y a un des sujets qui est important, on a un peu parlé depuis qu'on discute, c'est la soutenabilité, comme on dit maintenant, du domaine spatial. Et avec tout le développement dont on a parlé, de l'utilisation des données spatiales et donc du développement des systèmes spatiaux qui permettent de communiquer, de naviguer, d'observer, etc., on se doit d'avoir en même temps un spatial qui est durable et qui permet de rester vivable quelque part. Si demain on encombre nos orbites de façon déraisonnable, ça peut être dramatique et ça peut être très pénalisant pour l'utilisation du spatial. Donc on s'est doté la France d'une loi effectivement sur les opérations spatiales, donc la LOS, loi sur les opérations spatiales, qui permet de réguler tout ça. On est un des premiers pays au monde à l'avoir fait, hein. Et aujourd'hui, ces enjeux sont partout bien compris, mais on est un des premiers pays au monde à avoir s'être doté d'une loi, une vraie loi, pour réguler les opérations spatiales et s'assurer que les gens qui lancent des objets ou qui les opèrent dans l'espace aient une vraie capacité de le faire suivant des règles qui sont pas n'importe quoi, à la fois pour respecter la protection des orbites et aussi des gens au sol, accessoirement, pour pas faire des dégâts au sol, c'est aussi important. La LOS, c'est ça. Alors pourquoi elle évolue actuellement
D'abord parce que cette loi, elle a été complètement efficace en 2010. Donc on commence à avoir un retour d'expérience sur son application, et donc c'est toujours important de la faire évoluer en fonction des retours et des réglages du retour d'expérience qu'on en a. Mais il y a aussi le monde spatial, comme je l'ai dit, évolue vite, et on a plusieurs évolutions. D'abord au niveau des applications, le ministère des Armées veut avoir son mot à dire sur les missions qui sont lancées de la France ou opérées de la France, sur l'impact sur les intérêts nationaux. Est-ce qu'il y a un impact sur les intérêts nationaux d'une mission qui serait lancée depuis la France? Donc cet aspect-là n'était pas dans la première loi, ça sera intégré dans la loi qui va être modifiée. Et ça semble bien normal que le pays, le gouvernement et le MINARM en l'occurrence, s'assurent qu'il n'y a pas d'impact négatif vis-à-vis des intérêts nationaux quand on lance une mission spatiale. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est tout un tas de sujets qui sont nécessaires maintenant de prendre en compte et qui n'étaient pas dans le scope de la LOS quand on l'a développé pour la première fois. C'est tout ce qui est méga-constellation. Parce que les satellites dans la LOS sont vus comme des objets sûrs ou moins sûrs, suivant comment ils sont opérés, mais satellite par satellite. Or, une constellation, une méga-constellation, c'est un objet en soi-même. Et donc, il faut qu'on fasse évoluer la loi pour prendre en compte ces objets en tant que tels, donc les constellations. Tout ce qui est lanceur réutilisable, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité de par ce que fait SpaceX, mais on y travaille aussi en Europe, et donc on va avoir demain des lanceurs réutilisables. C'est une nouvelle dimension que la LOS doit prendre en compte. On va faire des essais de démonstrateurs depuis Kourou d'ici quelques temps, et il faut savoir comment on traite ces sujets du point de vue de la LOS, parce que c'est nouveau, un lanceur qui revient au sol, au départ c'était pas comme ça qu'on les voyait. Et puis tout ce qui est in-orbit servicing, on va avoir dans l'espace de plus en plus de satellites actifs qui vont pouvoir s'approcher d'autres satellites, s'interfacer avec ces satellites pour les changer de position ou les remettre du carburant. Et ces actions dans l'espace, c'était pas non plus quelque chose qui était dans la première LOS, parce que ça n'existait pas à l'époque. Chaque satellite vivait sa vie en tant que satellite, il n'était pas approché ou attrapé par un autre satellite. Donc ces sujets-là, réutilisables, in-orbit servicing, et puis les constellations, sont des sujets techniques qui nécessitent une adaptation de la LOS, plus ces sujets de prise en compte de l'intérêt national sur les missions qui sont proposées. Au niveau de l'actualité vraiment immédiate, en mars dernier, le CNES partageait une note relative aux impacts de la guerre en Ukraine sur l'industrie spatiale, parce que c'est vrai que ce conflit impacte, et c'est un peu inédit, de manière directe notre industrie spatiale, en tout cas l'industrie spatiale en général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle, précisément par rapport à l'industrie spatiale? Il y a plusieurs impacts. Mais d'abord, il y avait le lanceur Soyouz qui était opéré depuis la Guyane, qui est un lanceur russe qui était lancé depuis la Guyane, et il y avait plusieurs lancements institutionnels qui étaient prévus, institutionnels et privés, qui vont pas pouvoir avoir lieu puisque donc les Russes ont quitté la Guyane assez rapidement, d'ailleurs en quelques jours après l'invasion ukrainienne. Donc ça, c'est un premier impact globalement, parce que les satellites, ils étaient prévus d'être lancés sur des lanceurs Soyouz, ils seront plus lancés sur ces lanceurs-là. Donc il faut trouver des remplaçants, ou comment, avec la montée en cadence d'Ariane 6 qui va remplacer Ariane 5, les dernières Ariane 5 vont être lancées. Ariane 6 arrive mais n'est pas encore lancé. Il y a la montée en cadence qui suit le premier vol. Et puis tout d'un coup, il y a un apport de satellites nouveaux, puisqu'il devait être lancé sur Soyouz. Donc ça crée une difficulté pour l'industrie, pour lancer ces satellites. On a des difficultés pour transporter ces satellites, puisque le transport des satellites, c'était fait par des avions Antonov, dont un ukrainien. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde qui peut transporter les satellites, et celui qu'on utilisait le plus, c'est un avion ukrainien qui a été détruit pendant l'invasion, donc il n'existe plus celui-là. Donc on doit travailler aussi à des nouvelles façons de transporter nos satellites en Guyane pour les lancer. Donc ça crée des retards aussi. Il y en a quelques-uns qui vont être transportés par d'autres moyens, notamment des avions américains, donc ça va. Il y en a qui devront être transportés en bateau, donc on a des solutions.
mais ça crée des délais, donc qui est responsable de quoi, qui paie quoi pour les délais de lancement, etc. Donc ça, c'est le transport des satellites, c'est un autre sujet important. Il y a des matériaux, mais ça touche tout le monde, mais ça touche aussi le spatial, qui sont plus difficiles d'accès et plus chers à l'achat. Typiquement, tout ce qui est xénon, titane, etc. Donc ça crée des surcoûts à l'industrie spatiale. On a aussi des programmes qui ont été arrêtés, des coopérations qui ont été arrêtées, et le programme emblématique là-dessus, c'est ExoMars, qui était une mission de l'ESA avec la Russie pour lancer un rover sur Mars, et on était prêt à lancer le rover était en intégration finale à Cannes, en France, et devait être envoyé à Baïkonour pour un lancement depuis Baïkonour. Tout a été arrêté là aussi du jour au lendemain, et donc ça, c'est pratiquement 2 milliards d'euros qui ont été dépensés sur ce programme, et on est en train de réfléchir au niveau européen comment le reprendre, comment le modifier, sachant qu'il n'y avait pas que le lanceur qui était russe, il y avait aussi tout le système de descente, etc. Donc ça peut coûter extrêmement cher de tout reprendre, donc ça crée un problème important. Voilà, donc il y a quand même plein d'impacts au niveau de l'industrie spatiale, en termes de délai, en termes d'appro, en termes de surcoût, en termes de programmes qui vont être arrêtés. Et ça, voilà, c'est ça les principaux impacts de l'industrie de la crise ukrainienne, mais qui touche beaucoup de sujets. Pour terminer sur une note un peu plus positive, et puis pour revenir finalement à ce qui a occupé votre début de carrière, notamment, de manière particulière, j'aimerais terminer sur le vol habité, et notamment la question du vol habité européen. Parce qu'effectivement, on a fêté le 24 juin dernier les 40 ans du premier vol tricolore par Jean-Loup Chrétien. On a connu des stars, entre guillemets, comme Claudie Aigneret, Thomas Pesquet et bien d'autres. Et on sait la détermination des Américains de renvoyer des hommes sur la Lune en 2025. Des femmes. Et des femmes, pas des hommes avec un grand H, des êtres humains. Oui. Envoyer un astronaute français sur la Lune, est-ce que c'est une priorité du CNES? Et plus largement, quelle est la position du CNES sur le vol spatial habité, et notamment le vol spatial habité européen? Alors, on rejoint un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure, à propos de l'exploration, parce que l'exploration habitée, c'est un bout de l'exploration, et la Lune et Artemis, c'est l'exploration humaine de la Lune. Donc, c'est un sujet, effectivement, éminemment, là aussi politique. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, puisqu'on a fêté les 40 ans du premier vol d'un Français, mais aussi d'un Européen à l'époque, c'était le premier Européen qui est parti dans l'espace, Jean-Loup, c'est qu'on a développé, une fois de plus en France, toutes les capacités pour concevoir une station spatiale, un vaisseau de ravitailleur. On a quand même amarré 5 fois les plus gros vaisseaux qui se soient jamais amarrés à l'ISS, à la Station Spatiale Internationale, qui était la TV, qui a été conçue, développée et opérée depuis la France. Préparer des missions, on a un centre aujourd'hui qui est le CADMOS, qui a à Toulouse, au sein du CNES, qui sait parfaitement et qui a acquis toutes les compétences, notamment grâce à toute coopération avec l'Union soviétique, la Russie et les États-Unis, pour préparer une mission spatiale, préparer les équipages, les entraîner, mener les opérations. Donc on a l'ensemble de ces compétences en Europe et en France notamment. Alors, est-ce que c'est important qu'un Français ou une Française demain participe à une mission vers la Lune? Oui, parce que ce sont des missions extrêmement visibles politiquement, parce que aussi c'est, je pense, extrêmement positif vis-à-vis de nos jeunes et de nos sociétés. C'est extrêmement inspirant quand on voit ce qui s'est passé avec les derniers vols de Thomas Pesquet. Voilà, il y a un enjeu évidemment technique, il y a un enjeu scientifique, il y a un enjeu industriel, mais il y a un enjeu inspirationnel aussi vis-à-vis de notre jeunesse et de nos sociétés pour les orienter vers des carrières scientifiques, ce qui est, je pense, un des enjeux importants pour nos sociétés de demain aussi. Et le spatial joue aussi ce rôle très important. La puissance pédagogique du spatial est très importante, et c'est un plus pour nos sociétés, je pense. Donc il faut le prendre en compte. Donc dans le cadre Artemis et la suite et nos coopérations avec les États-Unis sur la Lune, oui, il sera important qu'un Français, est-ce que ça sera Thomas Pesquet pour sa prochaine mission, une Française, s'il y a une Française qui est sélectionnée, on a une sélection qui est en cours au niveau de l'Agence spatiale européenne
peut espérer raisonnablement qu'il y ait un citoyen français qui soit issu de cette sélection. Est-ce que ça sera une Française ou un Français, on verra, on ne sait pas. Mais que ces gens-là participent à des missions lunaires, oui, c'est important. Mais on peut y participer de différentes façons. On peut y participer un peu comme il participe aujourd'hui, c'est-à-dire, même si on a des compétences, on est plutôt quand même sur un strapontin d'un vol américain pour participer au vol de l'ISS, et même si on a un module européen Columbus qui est amarré à la station, c'est une petite partie de la station, et on peut vouloir y participer de façon plus importante. Là aussi, il y a différentes façons de faire. Depuis le fait de participer à des éléments majeurs de la mission, soit la partie transport ou la partie station, on peut monter en gamme, et on a toutes les capacités une fois de plus pour le faire, jusqu'à participer à un niveau plus autonome avec des lancements autonomes depuis la Guyane française d'astronautes sur des systèmes européens. On a toute la gamme de participation. Quelque part, techniquement, on sait tout faire. Et une fois de plus, on revient à la question politique, de savoir quelle est la décision politique, jusqu'où on veut participer, et jusqu'où on veut rester sur un strapontin ou avoir un rôle plus important dans l'exploration humaine de demain. Et ça, notre rôle, nous, d'agence, c'est d'éclairer les possibles, d'expliquer au gouvernement ce qui est possible de faire, parce qu'on connaît le tissu industriel, parce qu'on travaille avec eux, parce que on sait ce qui est possible de faire en France et en Europe, et puis de mettre en œuvre les décisions qui seront prises, d'éclairer les enjeux techniques, scientifiques et politiques, et puis de mettre en œuvre les décisions qui seront prises. Mais ça, je pense que c'est vraiment des questions importantes qui se posent aujourd'hui et qui devront se poser à court terme pour le futur de l'Europe dans le spatial. La question est posée, on espère qu'elle sera entendue et qu'il y aura une réponse rapidement à ces grands sujets stratégiques. Lionel, un grand merci pour votre participation à ce dernier épisode de la saison. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose que par votre intermédiaire, le CNES ait pu clore cette première saison inaugurale et avoir ces éléments pédagogiques. Vous parliez de puissance pédagogique. Le CNES, au niveau du secteur, c'est une puissance pédagogique et c'est donc important que vous soyez là pour en parler. Un grand merci. Merci beaucoup et félicitations pour votre initiative, parce que je pense que le spatial, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ça va irriguer tous les pans de notre société demain, et le domaine juridique, le domaine légal a des pages en grand nombre à écrire sur le sujet du domaine spatial, et je crois que c'est très important que ce domaine-là s'y intéresse aussi, et voilà, merci pour votre initiative et votre intérêt pour le domaine spatial. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse contact@numaisnar.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Isnard via email at contact@numaisnard.com.